Spinoza, Méthode d'exister, qui est un livre beaucoup plus théorique. Et en parallèle, vous avez écrit d'autres livres qu'on a vus dans le reportage, qui abordent d'autres sujets, des sujets variés. L'école, par exemple, dans votre livre « L'école de la vie érotique de l'acte à prendre ». Et un autre livre qu'on a eu l'occasion de voir aussi dans la vidéo, qui s'intitule « Donc, que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même ». Et enfin, votre dernier livre, « Se vouloir du bien et se faire du mal, philosophie de la dispute ». Alors, ma première question est, qu'est-ce qui fédère un petit peu, quel est le fil conducteur, le point commun un petit peu, qui relie tous ces livres-là? Maxime. Alors, bonsoir à tous, encore un grand merci à vous d'être là. On va essayer d'échanger ensemble de manière à ce que vous puissiez repartir avec une idée peut-être plus précise, pas seulement de mon travail, mais de ce que c'est que l'éthique en général, puisqu'en fait, ça va être ça ma première réponse, c'est que l'unité de mon travail, c'est qu'il est consacré depuis les tout débuts à cette manière dont la philosophie peut changer notre manière de ressentir les choses et donc de réagir aux événements. Et comment est-ce qu'elle fait ça? En fait, moi, dans mon parcours, je vais résumer comme ça en une sorte de ligne continue, alors qu'en réalité c'est un petit peu plus compliqué, mais pour résumer, Spinoza m'est apparu pour des raisons, des raisons de hasard en fait, parce que j'avais des enseignants qui étaient fans de Spinoza, m'est apparu comme un des philosophes les plus efficaces pour transformer notre manière de penser, notamment parce qu'il est très rigoureux et que la manière dont il a écrit l'éthique, qui est en fait imiter des mathématiques, c'est un peu abstrait, un peu difficile de rentrer dedans, mais si on a quelqu'un pour nous aider, en fait, on s'aperçoit que cette mathématique, ça transforme vraiment sa manière de voir. Donc, je suis entré dans l'éthique comme un historien de la philosophie, c'est-à-dire en étudiant un certain livre qui s'appelait déjà Éthique, écrit par un certain monsieur Spinoza. Et puis, le premier choc, ça a été de me rendre compte que là où on commentait beaucoup le système de Spinoza, c'est-à-dire l'idée que la philosophie de Spinoza, elle est très complète, très articulée, et elle présente un système complet du monde, je me suis aperçu qu'il y avait en réalité des méthodes au pluriel. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Méthode pour exister », où en fait il faut entendre qu'il y a un pluriel qui est en fait une manière de dire non, ça n'importe pas le système de Spinoza, ce qui importe ce sont des méthodes, et des méthodes pas pour faire des dissertations philosophiques ou des théories, mais des méthodes pour exister, c'est-à-dire vraiment pour intensifier la vie. Et je vais dire, alors peut-être pour pas être trop long sur mon parcours, je voudrais juste m'interrompre là et attirer votre attention à toutes et à tous sur ce paradoxe qui vient vraiment de Spinoza et qui est l'idée selon laquelle on peut exister un peu plus ou un peu moins. C'est tellement contre-intuitif que je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu. Nous pensons tous que une fois qu'on est né, on est en vie, on existe. Et puis en gros, on va exister comme ça jusqu'à la mort, quoi. Et puis quand on meurt, on cesse d'exister. C'est tout à fait faux. En fait, il y a des moments où alors, je vais le dire dans des mots qui ne sont pas spinozistes, pour que vous me compreniez, disons notre force de vie augmente. C'est-à-dire lorsque vous êtes joyeuse ou joyeux, lorsque vous tombez amoureux ou amoureuse, lorsque vous avez des relations qui fonctionnent bien, en fait, votre force d'exister augmente. Et lorsqu'elle augmente, c'est ça en fait qui crée l'affect de joie. Voilà. Et donc, lorsqu'au contraire ça diminue, ça crée l'affect de tristesse. Donc, il y a chez Spinoza cette idée que l'existence, ça fluctue, que des fois on existe plus, des fois on existe moins, et quand on est très 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 triste, lorsqu'on est ou submergé par n'importe quelle passion, en fait, ça peut être la colère. Lorsqu'on est très en colère et qu'on hurle, on croit qu'on est très vivant, en réalité on est presque mort. Parce qu'on est totalement emporté par une passion qui ne vient pas de nous et qui est en train de nous faire faire des choses qui sont contraires à notre propre intérêt vital. Donc c'est cet élan que m'a donné Spinoza et qui va se développer ensuite dans d'autres livres. Je ne vais pas faire le détail parce qu'on l'a déjà vu dans la jolie vidéo, mais en fait à chaque fois mon projet va être de
refaire le geste de Spinoza, mais dans un nouveau cadre, c'est-à-dire au XXIe siècle, avec de nouveaux outils, c'est-à-dire en tenant compte de la physique d'aujourd'hui, de la théorie du chaos, de la complexité, etc. Donc, avec de nouveaux outils rationnels, refaire ce travail de dire, bon, comment est-ce qu'on peut améliorer sa propre vie en utilisant la raison? Voilà, en fait. Merci. Alors, on va passer maintenant on va parler de ce livre, le livre qui nous intéresse ce soir. Alors, beaucoup de monde croit que c'est un livre, ceux qui n'ont pas lu, bien sûr, croient que c'est un livre de développement personnel. Justement, le titre, formulé sous forme antithétique, laisse croire qu'il s'agit d'un livre de développement personnel. Alors, ce livre-là, c'est un livre qui touche au quotidien. C'est pas un livre écrit comme étant un livre de recherche, un livre académique. Par exemple, j'ai retenu quelques remarques au sujet du livre. Il n'y a pas de notes de bas de page. C'est un livre où il n'y a pas beaucoup de références aux philosophes. On rencontre, de bout en bout, on rencontre quelques noms. On rencontre Sénèque, Poincaré, quelques noms. Donc, c'est pas un livre. C'est pas un livre qui est bourré de références philosophiques, et donc c'est beaucoup plus proche du quotidien. Et justement, il y a autre chose. Je vois qu'il y a une vocation pédagogique aussi du livre, puisque vous terminez chaque chapitre par une petite synthèse, et vous commencez le chapitre suivant par une récapitulation. Il y a un souci pédagogique chez vous. Ma question est, qu'est-ce qui vous a poussé à adopter cette belle démarche, je dois dire? Alors, merci, vous avez bien décrit les choix d'écriture qu'on a fait, en fait, d'une manière très consciente, peut-être d'une manière très radicale dans se vouloir du bien et se faire du mal, et qui sont destinés, en fait, à conjurer la différence entre la recherche qui se rapporte plutôt à l'université et les livres qui s'adressent à ce qu'on appelle le grand public. C'est-à-dire, c'est vous, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes... Enfin, peut-être parmi vous, il y a des spécialistes de philosophie qui ont fait des études, qui ont des thèses de philosophie, etc. Mais pour les autres, en fait, la question se posait de savoir comment est-ce que vous allez faire de la philosophie, sachant qu'en réalité, vous en faites déjà. Vous êtes tous déjà un petit peu philosophes, parce que l'expérience de la vie vous a forcé à réfléchir un peu à ce que c'était que l'être humain, à réfléchir un peu à, disons, au comportement qui crée des effets positifs et au comportement qui crée des effets négatifs. Donc tout le monde est un petit peu philosophe. Le problème, en fait, c'est un problème de rhétorique. Ce livre, qui a une couverture bleue, qui a un petit dessin sur la couverture, et qui s'appelle « Se vouloir du bien et se faire du mal », on aurait pu lui donner une couverture blanche, l'appeler « Vulnérabilité et responsabilité », et pas mettre de petits dessins. C'est un choix, en fait, qui consiste à dire « On va faire le chemin d'aller au plus près de l'attente sociale », c'est-à-dire de quoi est-ce que mes contemporains ont besoin, quels sont les problèmes qui se posent à eux. Et donc, les problèmes qui se posent à eux, depuis plusieurs livres, en fait, je vois bien qu'il y a des conflits, il y a des micro-conflits que nous vivons de plus en plus mal. Et donc, la dispute, c'est par définition un conflit. Donc, je voulais parler de la dispute. Mais c'est vrai que dans ce livre-là, j'ai décidé de rompre de la manière la plus explicite possible avec ce que les Américains appellent la philosophie continentale. Et la philosophie continentale, il désigne par là la manière dont les Européens mélangent toujours la réflexion conceptuelle, c'est-à-dire une manière de réfléchir aux problèmes qui se posent dans la vie, et la tradition philosophique, effectivement, auquel ils se réfèrent en citant les auteurs, en commentant des textes, et souvent en faisant des notes en bas de page pour expliquer où est-ce qu'on trouve tout ça. Donc moi, j'ai voulu faire un livre qui soit vraiment un petit peu exigeant du point de vue de la recherche, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans de la vulgarisation, on est dans quelque chose qui est de la recherche en éthique, sauf que c'est écrit dans une langue, dans la langue dans laquelle je m'exprime maintenant, c'est-à-dire c'est un français du quotidien, accessible, qui vient aussi, je ne le cache pas, de
ma classe sociale, c'est-à-dire que moi je viens d'une classe sociale moyenne, mes parents étaient ni riches ni pauvres, donc on parlait normalement, on utilisait de l'argot, mais pas trop, c'était pas bien vu à la maison, mais enfin si on disait un merde, on n'était pas choqués comme si on avait été des aristocrates de haut vol, et donc c'est cette langue-là, cette langue moyenne, cette langue proche de la réalité du quotidien que je veux utiliser pour fabriquer des concepts. C'est un geste en fait que je ne veux pas me comparer au plus grand, mais lorsque Descartes écrit le discours de la méthode en français, il choque toute l'université de l'époque parce que normalement les traités philosophiques on les écrit en latin et l'écrire en français c'est vraiment parler dans une langue vulgaire. Alors des fois j'ai pensé un peu à lui pour me consoler quand j'ai publié Que faire des cons, qui utilise un mot d'argot, et dans la société dans laquelle je vis, on n'utilise jamais l'argot en philosophie, et moi je l'ai utilisé justement à nouveau pour être au plus près des émotions et en faire de la philosophie. Merci. Alors, j'ai oublié de mentionner une remarque très importante concernant les exemples qui sont puisés dans la réalité quotidienne. Voilà. Tous les exemples sont puisés dans les relations qu'ont les personnes dans la vie de tous les jours. Alors, dans ce livre, vous affirmez que la dispute, bien sûr, est un moment douloureux, une situation complexe et ambivalente qui souvent nous fait perdre nos repères et nous plonge dans un désarroi total. Par exemple, vous assimilez cette mécanique, ce fonctionnement à celui d'une bombe atomique, n'est-ce pas? Où se produit une réaction en chaîne, non linéaire, qui s'auto-alimente. Et vous utilisez le concept d'interaction pour mieux expliquer ce mécanisme des disputes. Alors je voudrais, avant de nous expliquer de manière un peu plus étendue la nature et le fonctionnement de ces interactions, je voudrais savoir pourquoi ces disputes sont venimes, même entre des personnes qui s'aiment parfois, et surtout entre des personnes qui s'aiment, et qui parfois ces disputes partent d'une étincelle de quelque chose de rien et qui prennent ensuite des proportions incroyables, inattendues. Oui, en fait, vous résumez bien le paradoxe de la dispute. C'est-à-dire que, en fait, il y a quand même des cas où on provoque la dispute parce qu'on sent qu'on en a besoin, qu'on a besoin de se parler, mais le cas là dont nous allons partir, c'est le cas où en fait personne n'a vraiment envie de se disputer. On est dans un moment qui doit être un moment joyeux, une réunion de famille, une fête, un anniversaire, un week-end en amoureux, si on est en couple. Ça peut être toutes sortes de moments qui sont destinés en fait à partager quelque chose de joyeux, d'heureux, des moments de bonheur. Et puis à un moment, il se passe quelque chose, ce que j'appelle une anomalie. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, pendant le repas de famille, il y a l'oncle qui va dire une chose intolérable. C'est-à-dire qu'il va dire une bêtise, qui va dire, je sais pas, qui va avoir une remarque machiste sur le fait que les femmes ne devraient pas conduire. Et là, la petite nièce de 14 ans, elle va être très choquée par ce que va dire l'oncle. Donc elle va réagir. Et ensuite, la mère de la jeune fille, elle va être très choquée que sa fille parle mal à son oncle. Donc vous voyez, assez rapidement, tout le monde autour de la table va alimenter en fait l'énergie du conflit. C'est pour ça que je le compare à une réaction en chaîne, puisqu'en fait la fission atomique ça fonctionne de cette manière-là. Vous avez des molécules d'uranium 235 comme vous savez, et lorsque vous en cassez une seule, elle libère des électrons, et ces électrons en touchant les autres molécules vont libérer encore plus d'électrons qui vont toucher encore plus de molécules qui vont libérer encore plus d'électrons. Ça veut dire qu'une réaction en chaîne, c'est pas simplement une réaction comme ça là qui s'enchaîne de manière linéaire, c'est que ça boucle. À chaque fois, la réaction se rétroalimente.
Dans la situation que je vous ai décrite, vous pensez peut-être que c'est la faute de l'oncle. Parce que c'est lui qui a fait la première phrase qu'il n'aurait pas dû dire. Mais en réalité, ce qui va créer le conflit, c'est la réaction en chaîne. C'est-à-dire que si l'oncle, personne n'avait réagi, il aurait continué d'avoir des idées stupides, mais par contre, il n'aurait pas ruiné le repas de famille. Si le repas de famille est détruit, si l'atmosphère sombre dans le chaos, c'est parce que chacun est acteur de la réaction en chaîne. Donc, l'un des intérêts de mobiliser la physique, c'est que ça permet d'interroger la notion que nous avons de la responsabilité. Qui est responsable? Et en fait, l'idée de responsabilité est trop souvent associée à l'idée de culpabilité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de vous dire que la jeune fille de 14 ans, elle a eu tort de se fâcher. Je suis pas en fait, peut-être que je donne tort à l'oncle, parce que comme ça, c'est plus facile. Mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est la chose suivante. Si chacun des membres de la famille avait conscience de sa responsabilité, il ou elle pourrait orienter l'interaction, c'est-à-dire la chose qui tourne parmi tout le monde, de la manière la mieux choisie. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si vous ne voulez pas ruiner volontairement le repas de famille, peut-être que vous pouvez vous dire « Tonton, il a des idées qu'il va falloir changer. » Et plus tard dans la soirée, à un moment où peut-être vous pourrez ménager un moment tous les deux, tout seuls, vous pourrez lui dire, si vous êtes une jeune femme ou une femme ou un homme qui avait envie de changer l'idée de l'oncle, vous pouvez créer une situation où vous aurez un dialogue équilibré.